je voudrais vous remercier sincèrement. Je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps. On m'a dit 10 minutes, je vais essayer. Je voudrais qu'on passe directement au prochain fichier. Je vais vous parler de quelque chose que je regarde de très près depuis 10 ans. C'est le budget du Royaume-Uni, qui est un pays qui m'accueille une partie de mon temps. Et j'ai essayé d'interpréter pour comprendre les difficultés que nous avons dans ce pays. Je vous invite à bien le regarder. Le premier slide vous donne les dépenses de l'État. Où est-ce que l'État dépense de l'argent? Le budget total, c'est à peu près 700 milliards de pounds, qui est l'équivalent d'à peu près 1300 milliards de dollars, pour une population de 65 millions de personnes, ça veut dire un peu moins que nous. La plus grande dépense, ils disent Social Protection, c'est 231 milliards. Après, ils disent Personal Social Services, les services sociaux aux personnes, c'est à peu près 30. Après, il y a la santé, qui est dans le social, ça fait 141 milliards. Après, il y a l'éducation qui prend près de 100 milliards. Quand vous prenez tout ça, c'est à peu près 60% de l'argent de l'État va vers l'homme. Directement vers l'homme. Je voudrais que vous regardiez le deuxième slide. C'est d'où vient l'argent de l'État. Income tax. Ce qui est perçu sur les revenus des gens. Et regardez, la deuxième chose, c'est National Insurance Contribution. Qui s'assure? Les individus. Et regardez ce qu'il y a sur Corporation Tax, la taxe sur les bénéfices que les entreprises créent. C'est près de 42 milliards de dollars sur 700 milliards. Ce n'est pas là-bas que l'État va aller chercher de l'argent. Et donc, il y a cette grande théorie de la poule aux œufs d'or. Je voudrais qu'on avance. Écoutez ce que le Premier ministre dit. La volonté politique exprimée. Nous voulons avoir un contrat social avec les Anglais. Nous allons investir dans la sécurité, essentiellement la défense, en vue de sécuriser l'économie pour ceux qui travaillent. Il dit, nous allons mettre les finances publiques aux normes, toutes les questions de gouvernance. Et il dit, nous allons avoir une économie équilibrée et plus productive. Il dit, nous allons faire les réformes fiscales pour réduire les taxes et réduire les allocations sociales. Qui paye les taxes? Ce sont ceux qui travaillent en grande partie et ils vont réduire les allocations sociales pour les paresseux. Ils disent, nous allons introduire un SMIC plus élevé. Lorsque vous regardez ça, il y a un alignement clair entre ce que l'homme dit et ce qu'il voudrait faire. Et lorsque vous regardez les élections, pour paraphraser le député, il y a eu une expression claire de la compréhension du message du Premier ministre et les élections ont démontré de manière assez claire que les Anglais votent avec la tête. Maintenant, nous allons revenir sur l'économie en général. 98% de l'économie française est faite par les PME. C'est la même chose aux États-Unis, c'est la même chose au Canada. En tout cas, ce sera difficile que nous fassions les choses différemment dans un pays comme le nôtre. Mais ça, ce n'est qu'un premier petit message. Pourquoi les PME? Les PME sont les socles de l'économie domestique. Ça touche le plus grand nombre de personnes. Le nombre de multinationales est quand même limité, même dans les grands pays. Mais les PME, plus elles sont nombreuses, plus elles mouillent le plus de gens. Elles créent des emplois, mais également elles ont un ancrage local. Et là, ici, je voudrais faire une petite illustration. Quand quelqu'un est en Ngandajika et il gagne $1 million, qu'est-ce qu'il fait? Il vient à Kinshasa. Et quand il arrive à Kinshasa, il va en Europe. Lui et son argent. Il n'y a rien pour domestiquer l'argent en Ngandajika. Et il n'y a rien pour domestiquer l'argent à Kinshasa. Il est donc important qu'on s'aperçoive que lorsque nous parlons de la dollarisation de l'économie, ce n'est qu'une conséquence de la forme de notre économie. Dédollariser ne devrait pas être un objectif, c'est transformer et intégrer l'économie congolaise qui devrait être notre engagement. Je voudrais parler de la nationalité fiscale. Lorsque vous êtes belge et que vous êtes au Congo et que vous y passez la plus grande partie de votre temps, votre résidence fiscale devrait être
le Congo. Et vos impôts, vous devriez les payer ici. Tous les pays du monde font exactement la même chose pour essayer de rapatrier le plus possible de revenus de leurs citoyens. Mais en contrepartie, la protection sociale est organisée pour qu'en cas de problème, vous avez des services et qui vous remettent en fait en liaison avec votre pays. La question chez nous, c'est, y a-t-il une seule raison qui permettrait à un Congolais de penser de la même manière? La réponse est non. Nous n'offrons rien en termes de services publics. Et donc la question de la nationalité, au-delà de ce que mon ami Dédé disait tout à l'heure, la nationalité fiscale est quelque chose d'extrêmement important. Lorsque vous allez regarder dans l'arsenal fiscal, légal chez nous, il n'y a pas grand-chose. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la plupart des hommes d'affaires et de politiciens africains, quand ils gagnent de l'argent, ils essaient d'aller le cacher. C'est devenu de plus en plus compliqué. Maintenant, nous allons parler des PME, de l'entrepreneuriat. Je voudrais attirer votre attention sur une chose. Les PME ont ceci de particulier. Elles sont très fragiles à la naissance. Mon ami, le directeur général de Standard Bank, peut vous le dire. Le nombre d'entreprises qui commencent et qui tiennent une année, qui tiennent 2 ans, qui tiennent 3 ans, il y en a très peu. Le taux de mortalité, même en Europe, est très élevé. La sensibilité à la trésorerie est une question fondamentale dans la solidité des PME. Il y a beaucoup d'entreprises, et le Royaume-Uni a publié un chiffre, 60% d'entreprises qui tombent en faillite ont rendu des services de qualité, ont vendu des biens de qualité, n'ont pas été payés à temps. Je dis bien, n'ont pas été payés à temps. Et les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Union européenne ont pris des dispositions particulières pour corriger cette question. Ils ont mis en place une initiative qui s'appelle Prompt Payment Initiative. Ça veut dire qu'en fait, ils posent des actes légaux pour contraindre les grandes entreprises à respecter les délais de paiement vis-à-vis des petites et moyennes entreprises. Pourquoi? Parce que si vous dites qu'à 60 jours, vous allez payer et vous êtes contraint de payer et vous allez payer, le banquier Eric va vous donner de l'argent à l'avance. Il va dire, j'escompte votre facture à 2%, mais parce que finalement, nous sommes dans une règle de jeu claire, à 60 jours, vous serez payé, donc je peux vous avancer de l'argent pour que vous continuez à tourner. Il y a dans ce pays des gens très intelligents, capables de faire des choses. J'ai entendu le cri d'alerte du jeune homme qui demande qu'on leur ouvre des portes, mais très malheureusement, on n'ouvre pas suffisamment de portes, et la porte qu'il faut qu'on n'ouvre surtout pas, c'est la porte financière. Mais c'est à cause de la règle du jeu, et il faut être en mesure de regarder ça de manière tout à fait pertinente. Je voudrais qu'on regarde quelque chose de simple. Ce sont les revenus de l'État. Dans un pays comme le nôtre, une grande partie des revenus de l'État sont des revenus locaux. Les autres sont des revenus étrangers. Ça veut dire que quand nous vendons quelque chose à l'étranger, nous recevons la monnaie des autres. Mais quelle est la quantité par rapport aux besoins? Quand vous regardez les revenus de l'État congolais, et je les exprime de manière simple, je prends le budget qui se trouve être ce que l'État saisit, nous sommes aux alentours de 8 milliards de dollars. C'est le même budget que le Congo en face, pour 4 millions de personnes, sur un territoire 5 fois et demi plus petit que le nôtre. Si vous prenez comme défi d'un homme politique la capacité de prendre en charge l'espace territorial et les hommes, le rapport d'efficacité entre Brazzaville, enfin le Congo-Brazzaville et le Congo-Kinshasa est de 120. Donc le défi d'un dirigeant congolais de la RDC est 120 fois plus élevé, ayant les mêmes moyens, que de l'autre côté. Quand on fait 1 kilomètre de route de l'autre côté, il faut en faire 20 ici. Alors, à un moment donné, quel est le contrat social? De quoi nous parlons? Est-ce que nous parlons de 8 milliards de dollars? Parce que ça, c'est une grande question. Est-ce que nous parlons de nos 70 millions de personnes ou de nos 80 millions de personnes dont 70% ne savent ni lire ni écrire correctement? Et quand on ajoute la compétence informatique, nous pouvons aller jusqu'à 90. Il y a des gens qui sont aussi dans des bureaux extrêmement influents, qui ne savent même pas utiliser les moyens modernes de travail. Ça pose un problème. Et si vous êtes un pays dont l'espérance de vie est de 50 ans, quel est le modèle économique que vous mettez en place en termes de solidarité transgénérationnelle? Nous sommes dans une équation complètement impossible, mais il faut la mettre sur la table. Maintenant, nous avons des réserves minières, nous avons des réserves forestières, nous avons des réserves pétrolières. Qu'est-ce que nous en faisons? Posons-nous la question, les 50 dernières années, qu'est-ce qu'on en a fait? La réponse est rien. Je dors dans le lit d'une femme qui me dit tout le temps 100% de zéro, c'est zéro. Et je m'efforce de comprendre ce que ça veut dire.
En fait, elle essaie de me dire, notre pays a le malheur des bijoux de famille. On voudrait garder nos biens là où ils sont. Entre-temps, nos enfants meurent de maladies prévisibles, évitables. J'entendais hier à la radio, il y a le choléra à Likassi, mais il y a le choléra à Kingaboa chaque année. Nous sommes dans un pays qui est frappé de peste. Vous êtes au courant? Dans la province orientale. Mais nous en sommes là en plein 21e siècle. Et on nous crédite de 24 000 milliards de dollars de potentiel minier. À un moment donné, il faut réfléchir. Il faut décider à un moment donné de voter un certain nombre de lois pour à la fois acquérir les capitaux, parce que c'est ce qui nous manque de manière la plus criante, il n'y a pas assez d'argent dans ce pays, et acquérir les connaissances, celles que nous n'avons pas aujourd'hui, le temps que nous formions nos enfants à un certain nombre de connaissances de pointe. L'industrie agroalimentaire, les télécoms et les banques. Aujourd'hui, les télécommunications et les banques ont permis une certaine croissance au niveau de l'offre salariale. Il faut en tenir compte. Mais je voudrais quand même que nous regardions au niveau des politiques. Un des numéros des magazines Entreprendre que nous avons publié parlait du racisme économique. C'est des choses qui sont malheureusement réelles. Nous avons analysé les circuits de distribution des produits acheminés ici par des Libanais. Jusqu'à l'avant-dernière étape, c'est des Libanais. Ils maîtrisent la chaîne. Les Indiens font exactement la même chose. Mais malheureusement, ça va jusque dans le secteur bancaire. Le taux d'intérêt auquel on vous prête de l'argent n'est pas nécessairement le même. Et du coup, nous sommes discriminés dans notre propre pays. Il y a un problème, il faut le résoudre. Deuxième chose, c'est le commerce triangulaire. Il y a beaucoup de gens, leur résidence fiscale et leur résidence de profitabilité est ailleurs. Il fait du business ici. Chaque fois qu'il fait des achats, en fait, c'est une autre société qui lui appartient, qui achète à un prix beaucoup plus élevé que tous les prix du marché. En fait, il est en train de faire du transfert des capitaux. On a ça dans le secteur minier, on a ça dans le secteur pétrolier, on a ça dans le secteur des télécoms, on a ça dans le secteur bancaire. Du coup, la capacité à pouvoir faire profiter aux jeunes pousses congolaises du marché et de la chaîne des valeurs est complètement sectionnée. Il y a les transferts illégaux des capitaux, il y a un S qui manque, je vous demande pardon. Pour des raisons d'optimisation fiscale, c'est des choses qui doivent nous demander de moderniser notre arsenal fiscal et notre arsenal légal. Et il y a toute la question d'intelligence économique. Et ici, je voudrais revenir maintenant sur toute la question de local content. Si vous savez que Rio Tinto va mettre en place une grande usine à tel endroit, ils vont avoir besoin de ceci, de cela, et vous le savez 5 ans avant, ça se peut que vous vous prépariez à saisir les opportunités le moment venu. Ce pays a le drame de ne jamais mettre l'information interprétée à la disposition des gens. Nos universités sont d'une paresse incroyable. Mais en fait, plus que ça, il y a l'État qui est dans un sommeil incroyable. C'est à peine maintenant qu'on est en train de réveiller l'Institut national des statistiques. Quel est ce pays qui peut fonctionner sans statistiques? Et l'intelligence économique est là-dedans. Tout à l'heure, vous avez vu notre propre ministre, il parle d'1 milliard d'importations. Il y a un problème entre... S'il s'était trompé de 20%, de 5%, on comprendrait. Mais il s'est bien planté. Et c'est malheureusement ce genre de choses qui nous arrivent très souvent, des gens qui décident de bonne foi. Et je crois que là-dessus, nous avons intérêt à pouvoir travailler sur les données et nous les partager, les interpréter et nous planifier en fonction des connaissances avérées. Quelqu'un a posé la question de savoir entre la RSE et le contenu local, y a-t-il une différence? Oui, il y a une grosse différence. La responsabilité sociétale des entreprises et cet état d'esprit qui permettent à toute entreprise, fût-elle petite ou grande, à pouvoir se conduire comme une partie de la communauté dans laquelle elle exerce son activité et dans laquelle elle puise ses bénéfices. Le contenu local de toute une entreprise, c'est en fait l'ensemble des effets positifs que votre activité économique a sur l'économie dans laquelle vous évoluez. Moi, je trouve ça un peu idiot, à la limite. De frauder de manière viscérale, du point de vue fiscal, et de demander à l'État d'assurer un minimum de sécurité. Tout le monde sait très bien que quand il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas d'affaires. Mais nous nous conduisons tous comme si c'était deux entités complètement séparées. Il y avait la communauté, il y avait l'État. Non, c'est l'État et la communauté, c'est ensemble. Il est important que nous revenions au premier mot que je prononçais, le contrat social. Comment voulons-nous vivre ensemble?
Parmi les pays où la fiscalité est la plus lourde, ce sont les pays où la vie, la qualité de vie est la meilleure. Ce sont les pays scandinaves. Tout ce que vous gagnez, près de 65%, va à l'État. En contrepartie, tout est pris en charge. Les routes sont propres, les enfants sont dans des écoles qu'il faut, le système de santé est solide. Et si vous faites un accident et que vous devenez un handicapé, vous êtes pris en charge. Nous, malheureusement, quand nos militaires vont à la guerre et qu'ils se blessent, ils commencent à mendier dans la rue. Mais ça, c'est un exemple que tout le monde voit. Et les gens qui font des accidents dans des usines, c'est des choses sur lesquelles nous devons être en mesure de réfléchir. Maintenant, quand on regarde le secteur minier qui est plus près de nous, entre les déclarations orphelines que l'État fait, moi j'entends souvent le chef de l'État, chaque fois qu'il parle, et de manière systématique, il parle de la responsabilité sociétale des entreprises, et il parle du contenu local. Mais il en parle depuis 3 ans. Il en a parlé au Kivu, il en a parlé à Lubumbashi, mais il en parle. À un moment donné, lorsque un leader parle, ça doit être suivi d'une déclinaison que décriait tout à l'heure mon ami Dédé. Et cette déclinaison doit aller jusqu'à la planification stratégique et puis tactique, aux réalisations, à la vérification de l'effectivité des actes que l'on pose. Il y a un conflit d'intérêts généralisé, très malheureusement, qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, nous avons un code minier qui est bloqué au Parlement. Il a été envoyé par le gouvernement au Parlement. Et puis tout d'un coup, silence radio. Mais vous posez la question de savoir qu'est-ce qui, logiquement, peut arrêter ce contrat. Personne ne sait. Mais personne ne saura. Tout à fait comme tout à l'heure, l'honorable Moya disait qu'il y a un milliardaire, mais on ne peut pas le citer. Nous sommes dans un pays des mythes. Nous sommes dans un pays des mythes, un pays des mensonges. On ne peut pas se mentir soi-même. Personne ne peut être responsable de votre conscience. Et lorsque vous êtes un peuple, vous devez être un peuple responsable. Surtout lorsque vous arbitrez sur le long terme. Je voudrais ici revenir sur un petit phénomène, c'est celui de l'endettement intérieur, de la stratégie de financement. Une grande partie d'entreprises congolaises sont tombées en faillite parce qu'elles ont rendu des services et elles ont vendu des biens à l'État congolais. Et si l'État est le client douteux que l'on a aujourd'hui, vous pouvez faire tout ce que vous voudrez. Marie-Chantal vous l'a dit de manière assez claire, les entreprises privées font plus que ce qu'elles devaient faire. Celui qui devait être exemplaire, c'est l'État lui-même. Avant d'être exigeant vis-à-vis des entreprises privées, il faudrait donner le modèle. Il faudrait mettre le standard. L'État, malheureusement, dans notre pays, donne le mauvais exemple. Je vous ai dit tout à l'heure que dans l'Union européenne, aux États-Unis, au Canada, ils ont ce Prompt Payment Act qui exige aux entreprises de payer à des dates bien déterminées. Le crédit, il ne marche que lorsque nous tous, nous payons chacun à son tour et à son temps. La fiscalité en RDC, en ce qui concerne les PME, est détenue par un code, une charte des PME. Je l'ai lu malheureusement, du début à la fin. Je l'ai relu une troisième, une quatrième fois, et j'étais choqué de constater que la charte est complètement vide. Il n'y a absolument rien pour les PME. Alors après, quand vous regardez les États-Unis qui ont le SME Act, vous regardez notre pays, vous comprenez pourquoi aux États-Unis on crée des entreprises, mais toute la réglementation est faite pour que ça soit créé. Les Sud-Africains ont ce qu'ils appellent le Black Economic Empowerment. Ils voulaient faire un certain nombre de choses pour que les personnes de race noire accèdent à un certain nombre. Ils ont mis des règles, ils ont mis des mécanismes de fonctionnement, et aujourd'hui on peut déplorer les dérives, externalités possibles de cette situation, mais à 80% ça marche. Ils ont atteint les résultats qu'ils voulaient, et aujourd'hui il y a des hommes de race noire qui peuvent accéder à des zones économiques d'influence. Il y a Exim Bank. Exim Bank India, Exim Bank China, Exim Bank whatever. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est des instruments qui sont mis en place pour qu'ils vous prêtent de l'argent, que vous achetiez les marchandises chez eux. Ils créent le marché. Voilà des gens qui mettent des instruments pour que vous soyez en mesure de consommer et alimenter leur économie. Après, ils vous ont endetté. Et puis, ils vous donnent les mécanismes pour que vous puissiez être en mesure de les payer. Ils ont le temps d'attendre, mais en réalité, ils ont déjà été payés. Regardez simplement ce qui se passe avec les routes ici chez nous. Aujourd'hui, lorsque la Banque mondiale et l'Union européenne font un appel d'offres, 9 fois sur 10, c'est une entreprise chinoise qui va gagner le marché. Et les entreprises chinoises qui sont ici sont en grande partie payées par les recettes du fonds routier, fonds d'entretien routier, le FONER. Je voudrais
parler de quelque chose que nous sommes en train de faire, parce que nous sommes convaincus que si vous n'évaluez pas quelque chose, il est difficile de la faire évoluer. C'est un passeport qui va être décerné aux différentes entreprises en fonction de leur capacité à pouvoir tenir compte des éléments fondamentaux qui caractérisent leur participation à l'économie locale. Mais nous voulons en même temps dénoncer une chose, c'est qu'il y a un très faible écrit des PME. Les PME congolaises, j'en entends quelques-unes qui parlent ici, mais après c'est tout. Si vous ne vous organisez pas pour porter la voix sur la place qu'il faut, et si vous ne structurez pas la demande de manière tout à fait correcte, il n'y a pas de lobbying, ce sera très difficile. Deuxième chose, il y a une absence totale d'indicateurs de performance. On ne sait pas dire aujourd'hui quelle est l'entreprise qui est la plus performante dans ce secteur. Il n'y a pas d'élément de mesure. Les discours et les textes, il y en a beaucoup. Quelqu'un a parlé du français, c'est le jeune homme qui était dans le fond. La plus grosse difficulté dans ce pays, c'est notre capacité à avoir de la discipline d'exécution. J'ai envie de dire, la chose la plus difficile dans ce pays, c'est tout simplement la discipline. Tout à l'heure, j'allais au restaurant, au Cercle Français, et je ne sais pas comment s'appelle cette rue qui longe la Grosse Rigole. Il y avait une RAV4 à l'intérieur. J'ai encore les photos pour ceux qui veulent voir. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Alors je descends, je vais regarder. C'est une jeune fille qui apprenait à conduire, avec quelqu'un qui n'est pas un instructeur certifié, avec un véhicule qui n'est pas équipé. Il s'est retrouvé dedans. Heureusement que le véhicule est resté debout. Ce véhicule aurait pu faire un tonneau et cette fille pouvait se retrouver dans des conditions plus difficiles. On en a sorti. Et je suis sûr que le véhicule est encore là, il va sortir. Nous sommes dans un pays où on achète un permis de conduire. Et on peut se permettre d'aller sur la route. Nous sommes dans un pays où, si vous le désirez, vous pouvez m'acheter la nationalité. Et ceux qui achètent la nationalité sont malheureusement parmi ceux qui nous veulent du mal. Mais on peut l'acheter, tout le monde le sait. Okay, et ce degré de, j'ai envie de dire, imbécilité collective, excusez-moi le mot, nous devons nous en émanciper, c'est inacceptable. Et à un moment donné, il faudrait que nous soyons un peu sérieux. Et pour être sérieux, mon point de vue, c'est que dans tous les secteurs, il nous faut de la discipline. Nous avons donc mis en place un instrument de mesure qui s'appelle le passeport. Nous allons en avoir 5. Un passeport bleu, un passeport vert, un passeport jaune, un passeport orange, un passeport rouge. Et moi, le bleu, c'est le plus mauvais des passeports. Vert, faible, jaune, acceptable, orange, très bon, rouge, excellent. Et nous avons un critérium avec des points où nous disons, si dans votre entreprise, il y a une présence des cadres locaux au comité de gestion et à N-1, c'est 10 points. On peut savoir plus ou moins quel est leur taux. On vous donnera une pondération 10. Si vous payez les taxes et impôts et vous n'êtes pas en conflit avec les administrations fiscales ou publiques, c'est 15%. Si ne pratique pas de commerce triangulaire et publie la liste de tous ses fournisseurs et de tous les volumes d'affaires annuels, pondération 10, parce que là aussi, il y a beaucoup de choses. Il y a des gens, c'est une entreprise indienne, tous les fournisseurs sont des Indiens. Lorsque vous offrez des services, ils copient, ils dupliquent une offre similaire à la vôtre pour qu'un Indien vienne fournir à votre place. C'est des choses très, très dures, mais elles existent. Je sais de quoi je parle. Et si vous détenez et vous développez un portefeuille de fournisseurs locaux dans la chaîne des valeurs, 15 points. Si vous avez une politique spécifique de développement des fournisseurs et des clients congolais, 10 points, vous voyez bien que je fais une différence entre les entreprises congolaises et les fournisseurs congolais, ça a un sens. Si vous développez activement une politique de transparence d'opportunités économiques pour les PME congolaises, nous vous donnons 15 points, parce que vous savez ce qui arrive des fois, c'est que les entreprises captent l'information, ne la communiquent qu'à un certain nombre de personnes de manière très spécifique, et au moment où on fait l'appel d'offres, ça vous prend à pied levé. Vous ne pouvez pas, dans le temps qui vous est donné, dans les conditions qui vous sont données, et dans les critères que l'on aligne, vous ne pouvez pas être qualifié. Et ce genre de choses, il faut les décourager, mais il faut les mesurer pour les décourager. L'autre critère, c'est à engager une politique de substitution des fournisseurs extérieurs par des fournisseurs locaux. Je donne des exemples. Lorsque vous voulez acheter des ordinateurs, ces ordinateurs, tous on les achète en Chine, on les amène ici. Alors après, vous avez des gens qui, eux, ont leur maison mère, qui achètent tout au double du prix pour les amener ici. À un moment donné, c'est des pratiques simplement qu'il faut refuser.
Donc à un moment donné, il doit être clair, de manière tout à fait visible, que les gens développent des gens qui vous fournissent des ordinateurs et qui peuvent offrir le service après-vente. Parce qu'après, quand ils achètent des équipements de cette manière-là, c'est à vous qu'ils demandent d'assurer le service après-vente. L'autre critère, et le dernier, applique une politique de recrutement, formation, développement du capital humain et une rémunération attractive. Nous avons donc un centre d'innovation sociale qui, justement, pilote dans le cadre de la Fondation Entreprendre cette initiative. Nous espérons beaucoup que ça pourra attirer un certain nombre d'entreprises et que si nous arrivons à structurer ça correctement et nous arrivons à en faire la publicité nécessaire, ça pourrait être un indicateur qui permette de dire cette entreprise travaille bien en faveur de local content, en faveur de l'économie domestique. Cette autre entreprise est une entreprise pieuse qui, en réalité, est ici pour siphonner les moyens et qui ne s'arbitre pas dans le temps. Et pour vous parler de cette initiative, ça fait 4 ans que nous organisons le RSE Award. Et le prochain événement de RSE Award, c'est en 2016, en avril. Et nous essayons de primer les entreprises qui, du point de vue de la responsabilité sociétale, sont les plus actives et sont les plus communicatrices. Je voulais vous dire que le problème auquel nous sommes en train de faire référence maintenant, les Nigérians l'ont, à cause de leur filière pétrole, parce que beaucoup de fraude, beaucoup de vols, mais ils se sont arrangés pour être sûrs que la manne pétrolière a une grande partie qui reste sur le territoire nigérian et qui tombe dans les caisses et les poches des Nigérians. Et vous avez le Gabon qui vient de terminer exactement le même exercice qu'on est en train de faire, mais à une très grande échelle. Et l'État, comme le disait quelqu'un ici, y a mis du sien pour que cela soit fait à une grande capacité. Et le Royaume-Uni organise chaque année un Local Content Summit qu'ils organisent parce que simplement le Royaume-Uni a un certain nombre d'entreprises qui évoluent ici et ils voudraient éviter que ces entreprises soient critiquées par rapport à leur impact négatif sur les économies dans les pays où ces entreprises sont reçues. Je voudrais donc, de manière tout à fait personnelle, vous remercier pour votre attention et pour votre sympathie. Merci Al.